Alors Click Digital, c'est une entreprise allemande qui fait dans le streaming, donc à la Netflix, à Amazon Prime, à Disney+, ce genre de business, sauf qu'effectivement Amazon et Disney ont d'autres secteurs, ont d'autres segments à côté, et le streaming, le multimédia n'a été qu'une partie, une branche de leur business. Or, Click Digital, c'est vraiment son cœur de métier comme Netflix. Donc, l'idée, c'est d'investir sur quelque chose dans ce secteur, mais qui n'est pas déjà Netflix, puisque Netflix, aujourd'hui, est déjà bien gros, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas encore grossir, mais on est d'accord que sur une grande capitalisation comme ça, on n'est pas obligé de faire, enfin, il y a peu de chances que l'entreprise fasse encore du x10, x50, x100. Et donc, l'idée est de chercher, si on aime un peu le risque et un peu la performance, de chercher des entreprises qui sont plus petites, plus jeunes, mais qui ont aussi un potentiel de croissance bien plus important. Attention, ça veut aussi dire que c'est plus risqué. Plus petit veut dire que ça peut se faire racheter par une autre boîte ou dominé par les concurrents qui sont déjà énormes ou tout simplement se cracher parce que un mauvais segment, parce que déjà des concurrents qui avalent toute la clientèle, peu importe, donc le risque est bien plus grand. Donc attention, performance va toujours de pair avec risque. Donc on va voir ça. Aujourd'hui, donc on en est là. L'action cote à 20,9 euros. Et donc j'ai sorti mon petit screener pour voir, donc ça c'est le screener qui m'aide à voir pour le long terme et à dénicher des entreprises qui, attention, ne sont pas des pépites, mais qui ont des profils financiers qui font qu'elles peuvent être des pépites. Tout simplement parce que avant d'aller me taper les rapports financiers, d'aller voir les conférences calls, d'aller voir tout ça, des fois on a des PDF qui font 100, 200 pages. Avant de me taper des PDF de 200 pages, je veux avoir des entreprises qui ont des bons ratios et des bons chiffres. Et seulement sur les entreprises qui ont des bons ratios, je me lance dans une investigation plus approfondie. Donc on commence par les revenus. Donc le revenu total, on voit qu'il est en croissance. Alors ça a patiné pendant quelques années un petit peu, mais là ça décolle vraiment. Donc il y a dû avoir ou un segment ou une nouvelle stratégie qui a été optée. Ou alors on aurait pu penser que c'était le confinement, mais comme ça commençait déjà à décoller à partir de 2018, 2019, 2020, on pense que, alors là il y a le Covid forcément qui a aidé, mais il y avait déjà quelque chose qui avait été saisi ici. À savoir que Click Digital se lance, enfin est vraiment performant dans le fait de faire du streaming, mais pas que, ils ne font pas que de la vidéo à la demande, ils font par exemple ils font des formules tout compris, c'est-à-dire que quand vous prenez un abonnement, vous avez et de la musique, et des jeux, et accès à des films, et des séries. Donc c'est vraiment tout un package de streaming. Donc on voit les revenus sont en croissance, enfin le chiffre d'affaires, on voit que les revenus nets est en croissance aussi, ce qui est important, puisque même si forcément au début de vie d'une entreprise, la croissance du chiffre d'affaires ne veut pas forcément dire une croissance de bénéfices nets, parce qu'on peut avoir des problèmes, on réinvestit, on fait des loupés, on a des campagnes de pub qui sont énormissimes, on n'est pas forcément à chaque fois en revenu net, mais là c'est quelque chose de positif et très positif, parce qu'on passe quand même de une moyenne de 2-3 millions d'euros par an à finalement 30 millions d'euros par an, donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment bien. On a une marge nette, alors qui justement ici patinait un petit peu, alors où c'était le lancement ou quoi que ce soit, mais finalement on arrive à se dégager du 6, 10, 12, 10, pardon, 10% ici en fin d'année. Alors pourquoi un chiffre si bas sur du numérique? Parce que d'habitude on atteint facilement les 20%, les 18-20%. C'est sûrement parce que l'entreprise est en croissance et qu'elle réinvestit tout pour justement croître et augmenter comme ça son chiffre d'affaires. On voit bien que quand on passe de 63 à 106 à 150 à 276, il y a une croissance qui est en train de s'opérer et il y a sûrement une grosse partie de réinvestissement. Et on voit ici le total, le nombre d'actions. Alors moi je mets ce critère-là tout simplement parce que je déteste les entreprises qui font de la dilution d'actionnaires, qui rachètent des concurrents à coup de dilution. Alors même si une fois de temps en temps je peux comprendre parce qu'on est déjà endetté, parce qu'on a déjà des ratios, voilà, une fois de temps en temps, mais je déteste voir une pente croissante comme ça qui augmente sans cesse des actions, parce qu'on ne fait que diluer, et quelqu'un qui est plutôt long terme là-dessus va acheter sans actions. Et dans 20 ans, ces 100 actions auront été diluées et auront peut-être une valeur faciale de 80, 60 ou 10 actions, selon la vitesse où l'entreprise dilue. Donc là, ici, on voit qu'on est plutôt stable. Alors pareil, on est passé de 185 pendant des années à 6,189. C'est pas quelque chose qui me dérange. Il y a peut-être eu un actionnaire qui est rentré, quelque chose comme ça. Pareil, on est passé à 6,5. Si on reste stable pendant quelques années, c'est pas quelque chose qui me dérange. Quand je parle d'une pente, c'est vraiment un actionnaire, un actionnariat qui est dilué de 5 ou 10% par an. Là, ça me dérange. Ici, c'est une fois et c'est une fois tous les 5-10 ans. Il n'y a pas de problème. Donc, on passe au screener suivant. Le screener suivant, je mets le Rothschild tout simplement parce que c'est un bon indicateur du moat, ce que Warren Buffett appelle le moat, donc le rempart, la douve, peu importe, l'avantage marketing qu'on peut avoir, l'avantage qu'on peut avoir sur ses concurrents. Quelqu'un qui a un Rothschild assez important, au-delà de 10%,
ça veut dire souvent qu'il domine son marché sur son segment. Alors ça ne veut pas dire que Click Digital est plus performant que Netflix, ça veut juste dire que sur son segment, donc par exemple peut-être sur le marché allemand, ou tout simplement sur le marché des multiformules, donc à savoir quand on prend un abonnement, on a absolument tout dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on a des jeux vidéo, on a de la musique et on a des films et séries, et ben du coup avec un rocher aussi important, ça dénote qu'il y a quand même un certain marché qui est pris et que du coup il n'y a pas besoin de réinvestir fortement pour avoir des chiffres importants. Ça veut dire qu'avec 1 euro investi, on récupère 41% de rendement, ce qui est un très beau score puisque une bonne entreprise déjà c'est entre 18 et 20% de ROCE, c'est vraiment pas mal. Ensuite le free cash flow, tout simplement, alors évidemment vu que c'est une entreprise en croissance, on le regarde moins que sur les autres sociétés, mais c'est quand même important parce qu'une entreprise qui est en croissance mais qui a un free cash flow constamment négatif et surtout qui creuserait son free cash flow, c'est quelque chose de pas bon du tout. Or là, on est sur quelque chose qui forcément donc a des hauts et des bas puisqu'on est en croissance, mais on est sur quelque chose quand même qui a tendance à augmenter. On part quand même de 7, 8, 17 pour finir ici en 20, 22 et potentiellement une croissance supplémentaire maintenant que ça a bien pris, maintenant qu'on voit bien que ici on avait du mal à se lancer dans les premières années et qu'on commence à avoir une croissance, quelque chose de plus fort. Et le price to free cash flow pour savoir si c'est le bon moment de rentrer ou si on est sur un truc un peu surestimé. Parce que une bonne entreprise avec une bonne croissance, avec des bons ratios, oui, mais si on la paye beaucoup trop cher, si vous payez quelque chose 10, 20, 30, 40 fois ses bénéfices, bah c'est toujours moins intéressant que si vous l'aviez payé 5, 10 fois ses bénéfices. Donc on voit bien qu'ici, au tout début, on pouvait payer ça 14 fois ses bénéfices, ce qui n'est pas énorme pour une entreprise de ce style, mais aujourd'hui, par exemple, on peut l'avoir pour 3,73 fois les free cash flow. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal. Donc ça veut dire que si l'entreprise reste avec les chiffres actuels et la performance actuelle, vous mettrez 3,7 ans à retrouver votre argent. Alors pas le retrouver forcément avec des dividendes ou dans votre portefeuille, mais sur le cours de l'action ou un mix des deux, c'est-à-dire cours de l'action et dividendes. Donc pour moi, tout est OK. On passe au screener 3. Le screener 3, donc il y a un peu de tout, il y a du résumé, donc les revenus nets qui augmentent, ça c'est pour bien certifier que du coup, on l'a bien vu ça tout à l'heure. Le PE ratio, pour justement, alors il est comme le free cash flow, le free cash flow il est pour moi, pour savoir si au bout de combien de temps je retrouve mon argent réel. Et le PE, il est plutôt pour le marché, puisque tout le monde utilise le PER. Et donc, moi, il me sert à voir si on est dans un moment bien bas, par exemple, pas comme ici où on payait 72 fois les bénéfices, mais là, le marché a tendance à dire que il n'y croit pas trop. Alors, par crainte, ou pour l'entreprise, ou pour les secteurs, ou parce qu'on va être en récession, mais peu importe. Là, on est dans un moment un peu de crainte. Les intervenants n'achètent pas trop et on voit bien qu'on est à 4,2 alors que c'est le plus bas depuis des années. On voit bien qu'on n'a jamais eu un score pareil. Donc c'est peut-être le bon moment de rentrer. Évidemment, s'il n'y a pas un problème, puisque s'il y a un problème et que les investisseurs ont vu le problème et que vous ne le voyez pas, vous rentrez à 4,2 mais sur une entreprise qui est peut-être en décroissance. Donc attention à savoir pourquoi c'est si bas, mais c'est intéressant. La dette, pour savoir si on est en train d'augmenter sa dette continuellement, puisque ce n'est pas grave d'augmenter sa dette, mais on peut avoir une très forte croissance ici, qui est tout simplement due à de forts emprunts constants. Et quand l'entreprise ne fait que s'endetter, en fait, la croissance qui arrive là et la croissance des revenus nets ne peut être, des fois, est juste générée par de la dette empilée l'une sur l'autre. C'est comme un investisseur immobilier, quelqu'un qui achète 3 appartements par an, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui va faire une grosse fortune bientôt, ou c'est quelqu'un peut-être qui s'endette un peu trop et qui au moindre grain de sable va peut-être revendre sa trentaine d'appartements parce que tout était empilé sur de la dette, et avoir un appartement à 100 000 euros mais avec 99 000 euros de dette, finalement ce n'est que 1 000 euros de pur bénéfice. Donc je regarde souvent la dette, voir comment elle grandit ou si on passe en trésorerie. Donc on voit bien qu'ici on était à 9 millions de dettes, et on passe à du moins 5, donc on est en trésorerie, donc on est en bénéfice, en trésorerie, on est en positif. Et ici, donc le shareholder equity, donc les capitaux propres, c'est aussi parce que sur une entreprise, alors même si ici on est sur du domaine numérique, donc c'est moins important que quand vous regardez par exemple un concessionnaire automobile, mais j'aime bien voir aussi quand même du tangible, parce que une entreprise qui est uniquement basée sur du numérique, si jamais il y a un moindre problème, il y a moins d'abonnements ou quoi que ce soit, ou qu'elle loupe le coche, qu'elle part, je sais pas moi, comme Facebook a pu le faire pendant un moment dans le métaverse, qu'elle prend une mauvaise direction, s'il n'y a pas de capitaux propres derrière, ça veut dire que 100% de la boîte est partie dans cet axe-là, dans le virtuel, dans le numérique, et ça ne pardonne pas. Donc ici, tout simplement des brevets, des bâtiments, des bureaux, enfin pas les brevets puisque c'est pas compté là-dedans, mais les bâtiments, les bureaux, les serveurs, tout ça.
eh bien ça compte là-dedans et je vois que ça augmente. Alors pas aussi vite que dans d'autres secteurs, mais c'est normal, c'est le numérique, donc il faut accepter ça. Et ici la capitalisation, tout simplement parce que je m'en sers après dans des calculs et ça me permet de voir où on en est sur la capitalisation. Et j'ai mon chiffre ici que je vous sortirai juste après, je vais vous montrer. Alors, on arrive ici, donc on est dans mon screener. Donc j'ai reporté ici les chiffres qu'on avait vus juste avant dans l'application. Donc on a 276 millions, trésorerie 5 millions. En une capitalisation, c'est pourquoi je vous le disais justement que j'utilisais la capitalisation, les capitaux propres. Alors le PER, je suis allé le chercher parce qu'on a ici quelque chose qui fait que le PER là, alors avec des dents de scie comme ça, des fois c'est juste parce qu'il y a eu une mauvaise année, donc forcément si vous avez une année négative ou très proche de zéro, ça part en vrille. Donc j'aime bien aussi avoir des fois du PER du secteur ou d'autres mesures parce que le PER il peut être analysé, il peut être un PER moyen du secteur. Vous avez plusieurs sortes de PER, enfin il n'y a qu'un seul PER, mais vous avez plusieurs PER que vous pouvez prendre en compte sur des dents de scie comme ça. Donc j'aime bien voir ici qu'on était à 73 en maxi. On voit bien que quelque chose dans ces ordres-là de 20-22, c'est quelque chose qui est normal et c'est normal pour le secteur. Et j'utilise parfois aussi, donc par exemple, tout simplement là, c'était ici là-dessus. On voit un PER ici, donc qui est considéré de 4 pour la société, on va le voir juste après, et 111 pour l'industrie. Donc dans ce domaine-là, on a un PER de 111. Je trouve ça un petit peu élevé. J'aurais bien aimé voir les différentes, sur quelles entreprises ils se basent, parce que autant dans le numérique et autant dans le numérique des petites sociétés en croissance, des startups, c'est pas quelque chose qui me perturbe, 111, mais c'est un petit peu haut quand même. On est plus dans des PER en général de 50, 60, 70. Là, 111, c'est un peu haut. Donc moi, je trouve que voilà, plutôt du 70 en PER. Et on a vu aussi du coup sur TradingView qu'on arrivait à quelque chose de 70 en général et qu'on tournait aux alentours de 50, donc on pourra prendre quelque chose comme ça. Ici, on voit un PER de 4, c'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce que vu les chiffres qu'on sort et vu la capitalisation, eh bien oui, on a un PER de 4. Donc, quand on arrive ici, on voit bien qu'on a donc une marge nette de 10,5%, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je vais mettre un PER de 50, mais c'est pour le secteur. On verra tout à l'heure. Et donc le prix par action, voilà ce qu'on a. Ça nous fait une valorisation de 223 en théorie, avec un PR de 50 et du coup avec un chiffre d'affaires de 276 millions avec une marge nette. Donc forcément, 276 millions fois 10%, on a 27 millions de bénéfices, en gros. 27 millions de bénéfices pour une capitalisation, on voit, 27 millions de bénéfices fois 50, ça fait quelque chose de très haut. Mais si on met un PER par exemple de 20, qui est de l'ordre des boîtes dans le numérique, mais qui sont un peu matures, ben on aurait quand même une capitalisation, une valorisation à 89 euros, presque 90. Ici, ce ratio-là est utilisé uniquement quand il y a une trésorerie importante. C'est plutôt pour, par exemple, Stellantis, qui a une sacrée trésorerie, ou comme Starbucks, qui a beaucoup de trésorerie aussi. Ça permet de se sécuriser, ça permet d'avoir un petit ratio. Quand on a 30% de la capitalisation qui est couverte par de la trésorerie, c'est rassurant. Ça veut dire que dans le pire des cas, le billet de 100 que vous achetez, il vaudra 30 euros à la casse, juste avec la trésorerie, et on ne compte pas les brevets, les bâtiments, etc. Ici, c'est pas trop à prendre en compte, puisqu'on est sur une entreprise de croissance et dans le numérique. Donc la capitalisation, la trésorerie, c'est pas quelque chose qu'on garde souvent, on réinvestit pour grandir vite et surtout dans des serveurs, tout ça. Donc on garde rarement de la trésorerie. Je l'ai mis ici quand même pour savoir que voilà, il y a à peu près 5%, un peu moins, qui est de la capitalisation qui est gardée pour la trésor. Ici, pareil, seulement quand la trésor est importante, pour les mêmes raisons. Le PER actuel est bien de 4, puisqu'on a bien une capitalisation sur le revenu net. Donc le revenu net, tout simplement, c'est le chiffre d'affaires fois la marge nette. Donc on a une capitalisation, un PER actuel de 4, ce qui fait qu'on a une décote énorme de 330%. Oui, 330%. Attention à ce chiffre-là. C'est pas parce qu'on a une décote de 300%, c'est des chiffres démentiels, ça ne veut rien dire, parce qu'au-delà de 100%, voilà, mais on a une forte décote, puisqu'on voit bien que on paye aujourd'hui 21 euros au lieu de 90 euros. Est-ce que ça veut dire que pour autant vous devez vendre femmes, enfants, chiens, etc. Non, il faut aller regarder les rapports annuels, les bilans, etc. Parce que il peut y avoir une raison. Alors, ou que le marché n'a pas, il peut y avoir une mauvaise raison, le marché n'a absolument pas compris, il a peur, c'est juste de la peur. Ou il y a une bonne raison, parce que les dirigeants ont peut-être annoncé une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, ou peut-être que les dirigeants ont continué d'annoncer des bonnes nouvelles, mais que les promesses passées n'avaient pas été tenues et que le marché n'y croit plus. Ça peut être ça aussi, donc ça veut juste dire qu'il faut aller regarder. Parce que si jamais tout va bien dans le meilleur des mondes, effectivement, il y a un beau coup à jouer, parce que là, on peut quand même faire un x4 et quelques rapidement.
Mais si l'entreprise est en décroissance, vous allez acheter à gogo et pour de mauvaises raisons, et dans les années futures, il y aura une perte. Je fais ici une projection, attention, ça vaut ce que ça vaut, c'est vraiment juste un ordre d'idée, ça ne veut absolument pas dire que ce sera ça, parce qu'entre les prévisions et tout ce qui peut se passer derrière, la macroéconomie, un dirigeant qui fait une bêtise, n'importe quoi, ça ne veut absolument pas dire que c'est ce qui se passera, c'est juste pour avoir un guide, pour avoir une idée future, parce qu'on aime toujours se projeter, c'est le but en bourse. Mais attention, je mets des gros guillemets là-dessus, attention, attention, c'est vraiment un truc perso qui se base en partie sur des analystes extérieurs, donc il faut que l'analyste soit bon, il faut que moi j'ai bien saisi aussi les chiffres, donc voilà, attention, attention. J'ai inclus une croissance des bénéfices de 15% sur 5 ans, enfin 15% par an sur 5 ans, tout simplement parce que ici, quand je mets les données, alors les finances, on a ici quelque chose d'annuel, on voit donc aujourd'hui, on voit dans les différentes par le passé que les analystes ne se sont pas trop trompés, on était plutôt pas mal, des fois il y a un léger écart, mais on est quand même sur la même tendance, la même ligne. Donc, et les prévisions dans 5 ans, on arrive à 9,19. Donc on est à du x2 entre aujourd'hui et dans 5 ans. x2 sur 5 ans, ça fait quelque chose de 13, 14, 15%. Je crois que c'est 15%. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 15% ici. Et je suis resté sur ce chiffre-là parce qu'on aurait très bien pu se dire que c'était un peu optimiste. Non, pas du tout, puisque quand on regarde du coup juste avant, donc les déclarations, et qu'on voit par exemple ici le revenu net, on a fait plus 500%, plus 137, plus 143, plus 152, plus 73, plus 55, plus 26. Donc on voit que même si ça a tendance à diminuer effectivement, tout simplement parce que l'entreprise est de plus en plus grosse, donc c'est plus difficile de faire x2 quand on pèse 10 milliards que quand on pèse 1 million. Et aussi peut-être parce que on commence à avoir un ralentissement économique, les gens commencent à avoir du mal, ils coupent les dépenses non essentielles, donc c'est peut-être ça aussi. Ça peut être un cumul des deux. Mais on voit quand même qu'on est sur quelque chose de, quand on fait plus 100% chaque année, ou voire plus 73%, bon, 15% sur les 2-3 prochaines années, c'est pas quelque chose qui est aberrant. Donc on peut partir sur quelque chose de prévisionnel à 15% par an, c'est vraiment pas bête. Donc si on laisse 15% sur 5 ans, on va pas aller au-delà parce que déjà une entreprise en croissance sur 5 ans, c'est difficile. Et j'ai mis le bénéfice par action prévisionnel de l'année prochaine, qui est ici, donc qui est par là, je crois que 5,18, 6,20. Donc on est là, on est sur du 5,18. Et donc on fait ici une valorisation avec donc la valorisation actuelle. Alors, j'explique, 180 avec la dette fixe, c'est tout simplement parce que vous pouvez avoir une croissance des bénéfices. Si la dette reste fixe, ça vaut plus cher que... Parce que on pense bien que l'entreprise aujourd'hui génère un bénéfice, elle le génère parce qu'elle a levé de la dette pour acheter quoi que ce soit d'ailleurs, des serveurs, des brevets, peu importe, pour avoir de l'argent. Mais si le taux de croissance de 15% par an a été garanti parce qu'il y avait de l'endettement permanent, il faut prendre en compte, puisqu'avec la dette fixe, du coup, ça n'est pas réel dans 5 ans. Si l'entreprise s'endette chaque année pour pouvoir avoir une telle performance, il faut le prendre en compte. Donc, je mets le même ratio, je mets une élévation de la dette de 15% par an pour aussi permettre, voilà, c'est l'idée. Et avec la dette fixe, en admettant qu'elle ait fini son endettement, un peu comme on le voit, parce qu'elle passe en trésorerie, qu'elle commence à garder du cash, et donc peut-être pour des futurs investissements, mais elle le fera avec son cash d'abord, et bien avec une dette fixe, on atteint 180 € dans 5 ans en théorie. Attention, c'est à remettre en perspective, c'est 180 €, une valeur de l'euro dans 5 ans, parce que si vous avez une inflation ou que vous comparez ça avec les taux sans risque, comme on fait souvent avec le DCF, il faudra prendre en compte donc une légère décote de par exemple de 10%, ce qui a 5 et quelques de taux sans risque, plus 5-7% pour l'entreprise qui est quand même en croissance, donc risquée. Donc ça nous ferait peut-être du moins 10, moins 12% annualisé. Donc on n'aurait pas une valorisation telle. Mais le prix dans 5 ans peut valoir 180 €. Et si on faisait une rétrospective, on pourrait arriver à quelque chose, d'une valorisation aux alentours de ça. Attention, ne pas se fixer sur ce prix-là, ça ne veut absolument rien dire. C'est une entreprise en croissance, ce sont des chiffres, on étire les chiffres qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, ce qui ne veut absolument pas dire que ça va se passer. Et on les étire aussi, ça c'est quand tout va bien dans le meilleur des mondes, ce qui veut dire que si tout va bien, c'est ça que ça devrait valoir. Si aujourd'hui ça vaut ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 possibilités. Vous vous trompez et le marché a raison, le marché se trompe et vous avez raison. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, et même pas de le garantir, mais juste de penser le savoir, c'est d'écouter les conférences calls, de lire les bilans, les rapports annuels, etc., etc., les notes des investisseurs, les notes des PDG, etc., pour avoir le sentiment de ce qui se passe et de pourquoi le marché pourrait ne pas prendre en compte cette valorisation.
Voilà, moi je vous conseille de creuser, moi je vais aller creuser, et je vous dis à la prochaine, salut.